sur l'Esquimau et l'igloo. Donc vous avez un Esquimau qui est représenté par son centre d'inertie, donc on est vraiment en mécanique du point, et donc il y a un glissement avec un frottement supposé linéaire. On vous donne les données et on commence par vous demander des calculs de moment, et ensuite appliquer le théorème de moment cinétique pour trouver une équation différentielle, puis obtenir la réaction normale et enfin résoudre l'équation. Ce que j'ai mis en remarque, hein, c'est que là ici l'angle θ qui vous est donné, il est orienté dans le sens horaire. Si derrière vous introduisez votre base locale ER, Eθ, vous allez introduire en fait une base qui va être orthonormée indirecte. Et donc ça c'est pas l'idéal, donc je ne peux que vous recommander en fait de définir une base orthonormée directe et donc d'avoir un θ orienté dans l'autre sens. Donc on va refaire un schéma, on va mettre les forces dessus et puis on va calculer les moments. Donc hop, voilà, donc on va avoir la demi-sphère, on va repérer par rapport à la verticale, on prend un angle. Là, ici on a R, le point M, et l'angle θ qui va être ici. Donc ER comme ceci, Eθ comme ceci, donc là je suis en coordonnées polaires, donc le point O ici qui sera l'origine. Et donc dans un premier temps, on vous demande d'exprimer le moment en haut du poids par calcul direct, puis par l'utilisation du bras de levier, et faire de même pour la force de frottement. Donc on va représenter les forces, donc je vais avoir le poids vertical descendant, on retrouve θ ici, et on va avoir la force de frottement qui va être ici. Donc suivant pour le poids, on va commencer par calcul direct, donc je vais avoir EZ qui est orienté vers moi, et je viens placer EX comme ça, EY comme ça. Donc le moment en haut du poids, ce sera donc OM vectoriel P, c'est-à-dire donc RER vectoriel, donc moins MG EY. Donc ça va me faire moins R MG, ER vectoriel EY, donc ER vectoriel EY, donc ER est comme ça, EY est comme ça, donc l'angle qui les sépare c'est θ, et on tourne dans le sens horaire, donc ça va me faire moins sinus θ EZ. Par définition sur produit vectoriel, donc ça fait plus RMG sin θ EZ. Ce que l'on remarque en termes de cohérence, hein, c'est que là on a un signe plus par rapport à EZ, ce qui est logique puisque le poids me fait tourner ici dans le sens trigonométrique, donc fait bien augmenter θ. Donc ça c'est le calcul direct. On peut utiliser le bras de levier qui va me donner en fait le même résultat, puisque si je refais un schéma, très pratique. Si je refais un schéma, donc là j'ai R, là j'ai le point O, et donc le bras de levier c'est la droite, on va prolonger la droite d'action, on fait le projeté orthogonal de haut, et le bras de levier il est ici, donc D, ce qu'on retrouve également ici, D, on a R, on a le θ, donc c'est le côté opposé, donc ça va être R sin θ. Donc le moment en haut du poids, ce sera plus ou moins D fois mg, orienté suivant EZ, puisque je vais tourner autour de l'axe partant de haut, et donc on tourne dans le sens trigonométrique, donc ce sera un plus. Donc plus dmg, c'est-à-dire plus r sinus θ mgez, donc ce qui est bien pareil que par le calcul direct. Donc ensuite, on vient faire la même chose, mais avec
la force de frottement. Donc cette fois-ci, le moment en haut de la force de frottement, donc OM vectoriel F, c'est-à-dire RER vectoriel, pardon, moins alpha R θ point E θ, puisque ça c'est V. Et donc ER vectoriel E θ, ça fait plus EZ quand j'ai une base orthonormée directe, hein, de la nécessité ici vraiment de travailler avec une base orthonormée directe. Donc ça va me faire moins alpha R carré θ point EZ. Donc ça c'est le moment de la force. Et avec le bras de levier, donc là je refais une portion de schéma. Donc là j'ai θ, là j'ai mon point M, le point O. Et donc la force elle est comme ça. Donc la force en fait elle est orthogonale à OM. Donc en fait le bras de levier c'est directement ici R. Donc D égale R, et donc le moment en haut de F, ce sera R fois la norme de la force, donc ce sera alpha fois R θ point, suivant EZ, puisque je tourne toujours par rapport à l'axe Z, et ensuite se pose la question du signe. Donc là, en l'occurrence, si j'ai pris la norme de la force elle est orientée dans le sens dans le sens horaire, hein, donc ça fait tourner dans le sens horaire, donc un signe moins, donc tout va bien, c'est cohérent avec ce qu'on a obtenu, on a bien moins alpha R carré θ point EZ. Je pense que j'ai dû faire, ouais, avant j'ai mis un petit R, mais c'est bien un grand R. Je pense que j'ai dû faire l'erreur partout, vous corrigerez. Ok, donc ça c'était pour les moments. Ensuite, on vous demande d'appliquer le théorème du moment cinétique, donc système, c'est donc l'Esquimau, le référentiel, donc terrain supposé galiléen, le bilan des actions mécaniques, donc on a les forces qui sont le poids, la force de frottement, et on a la réaction supposée normale, puisque on considère qu'il n'y a pas de glissement, on n'a que des frottements fluides avec l'air et non pas de frottement solide avec la surface, donc Rn qui va s'écrire Rn E R, qui est donc orthogonal au déplacement, donc il ne travaille pas. Et aussi, ça MO de Rn égale à 0, car Rn collinéaire au vecteur position. Donc là, je peux appliquer la loi du moment cinétique, dérivée du moment cinétique par rapport au temps, égale le moment O du poids, plus le moment O de la force F. Or, le moment cinétique au point O, donc ce sera OM vectoriel MV, c'est-à-dire RER vectoriel MR θ point Eθ, c'est-à-dire M R carré θ point EZ. Donc, MR carré θ seconde EZ égale moins R mg sin θ EZ moins alpha R carré θ point EZ. Et donc je projette suivant EZ et je regroupe les termes et on va obtenir θ de point plus alpha sur M θ point plus G sur R. Ah, j'ai encore mis des petits R.
décidément, je veux pas les mettre. Donc plus G sur R, sin θ égale à 0. Ah, j'ai un souci sur les signes. Aurais-je... Ah bah oui, non, il n'y avait pas un moins. C'était bien un plus RMG, c'est moi qui... N'ayant pas le début de ma feuille devant les yeux, je m'en rends pas compte. Donc ça c'est... Donc là j'ai un plus, et là j'ai un moins. Donc on est... j'ai tendance à vouloir en mettre que des plus, parce que ce que je vous ai déjà dit, c'est que normalement les équations différentielles que vous obtenez, vous allez toujours avoir des choses du même signe, donc si j'avais été dans l'approximation des petits angles sinus θ à peu près égal à θ, bah là en fait ça devrait vous interpeller d'avoir un signe moins. Dans l'énoncé vous le donne, c'est pas pour rien. En réalité on est sur une équation différentielle instable, c'est-à-dire que θ n'a pas de raison d'être borné, θ va faire qu'augmenter jusqu'au crash de l'esquimau par terre, ou avant si jamais il y a décollage. Donc ça c'est bon pour la question 2. La question 3, ensuite on vous demande d'exprimer la réaction normale du support en fonction de θ, θ point et des autres paramètres du système. Donc on voit que c'est pas avec la loi du moment cinétique qu'on va l'obtenir, puisque le moment il est nul. Donc on est obligé d'utiliser la loi de la quantité de mouvement. Tendance masse fois accélération, qui va être égale à P plus Rn plus F. Et donc on a tout intérêt à projeter suivant ER, puisque Rn est suivant ER, F est suivant Eθ, et P il y aura une composante suivant ER et Eθ. Donc je refais à nouveau un schéma. Donc là j'ai R, là j'ai le point M. Donc j'ai le poids ici avec θ, là j'ai θ. Je vais avoir la réaction normale qui est ici, et F qui est ici. Et donc là j'ai E, θ, et là j'ai ER. Donc, on fait un petit peu de cinématique pour écrire. Donc on avait écrit que V c'était Rθ.Eθ. Je pars de ça. Hein. Donc ça veut dire que l'accélération ce sera Rθ seconde Eθ moins R θ point carré ER. Et donc, quand je vais projeter suivant ER, je vais obtenir moins MR θ point carré égale la projection du poids suivant ER. Bon, je vais un peu pourri, hein, je suis désolé. Donc c'est cette projection, ça va être cette portion-là. Donc ça va être le côté adjacent. Donc ça va être du mg cos θ, avec un signe moins parce que le poids il est orienté suivant l'opposé de ER, plus Rn, plus 0. D'où Rn égale m facteur de g cos θ moins r θ point carré. Donc c'est cohérent par rapport à ce qui est demandé, fonction de θ, θ point, d'autres paramètres, c'est homogène à une force, donc tout va bien. Ok, et donc maintenant, question 4, application, donc on vous demande de résoudre l'équation grâce à Python et tracer l'allure de θ, puis celle de la réaction normale et déterminer l'angle de décollage, de décollement de l'esquimau. Alors déjà, rappelez effectivement sur la base associée, donc la résolution de l'équation différentielle, donc c'est du second ordre, donc ça veut dire qu'on cherche à résoudre du dy sur dt égale f de y et t éventuellement, ou y ce sera du coup le vecteur θ point. Donc dy sur dt, ce sera θ point, θ seconde, c'est-à-dire θ point et θ seconde, ce sera égal à moins alpha sur m θ point plus g sur r pardon, sin θ. Et donc ça veut dire que avec θ qui sera y de 0 et θ point qui est y de 1, ça veut dire que f de y pardon, ce sera égal à y de 1
et moins alpha sur m y2. Ce qui me fait, est-ce que j'écris trop bas, moins alpha sur m y de 1 plus g sur r sinus de y de 0. Donc c'est ça qu'il va falloir rentrer comme fonction qui permettra ensuite d'utiliser l'algorithme de l'air. Donc allons-y, hop, je vous ai prémâché le travail. Hein. Donc on va importer NumPy et Matplotlib, parce qu'on va faire des tracés graphiques, on introduit les valeurs de alpha, 20 kg par seconde, je suis dans le système international, R égale 10, G égale 10, et la masse qui est égale à 20, parce qu'on ne vous avait pas donné de masse, donc du coup j'ai pris une masse. Ensuite, j'introduis la fonction y, donc on a y de 1, g sur r sinus de 0, et moins alpha sur m, y de 1. Donc ça c'est cohérent par rapport à ce qu'on a raconté juste avant. Ensuite on écrit le ELR d'ordre 2, donc on a besoin de deux conditions début et de fin, deux conditions limites y0, dy0, et d'un nombre de points par exemple. Donc je définis la liste des temps, je définis ma condition, mon premier vecteur y à t égale 0, qui sera un np-array de y0, dy0, que je viens intégrer là-dedans. Et ensuite, j'ai défini le pas, et enfin, je vais utiliser la fonction associée à l'algorithme de l'air, qui est que le nouveau point, c'est l'ancien point, plus le pas fois la fonction de y. Donc remarquez que ceci, c'est bien un np-array, on vous renvoie bien un np-array au total. L'intérêt d'utiliser les tableaux, c'est que vous pouvez faire un plus sans problème. Et je renvoie t et np-array de y pour obtenir l'ensemble des valeurs de points de θ et θ point. Ensuite, je calcule la solution, j'utilise la fonction ELR, associée à la fonction f que j'ai introduite, entre 0 et 10, bon là c'est un peu arbitraire. Je prends une condition initiale d'un angle différent de 0, parce qu'en fait, si je prends un angle pile égal à 0, je suis sur une position d'équilibre instable, donc elle peut rester là pendant très longtemps, donc je me décale un tout petit peu, sans vitesse initiale, et je prends 50 000 points. Je viens tracer solution de 0 en abscisse, c'est-à-dire le temps, et solution de 1, c'est-à-dire le array de y, mais je fais 2 points, 0, ça me permet, rappelez-vous, de récupérer en fait toutes les premières coordonnées de chaque sous-tableau. Donc ça va récupérer y0, y1, y2, etc. Donc on vient tracer les angles en fonction du temps. Donc je le mets d'ailleurs, hein, le titre c'est évolution de l'angle de l'Esquimau, en fonction du temps, l'angle, je demande de l'afficher. Et après, je vais calculer la normale, donc là, avec mr θ point carré, plus mg cos θ, donc ce qu'on avait écrit tout à l'heure, et je viens calculer la valeur de liste des Rn, donc je viens récupérer, pour toutes les solutions, j'ai un couple θ dθ, que je vais noter dans solution de 1, donc je viens boucler en fait, là c'est une écriture de liste par compréhension, hein, mais vous pourriez avoir une écriture explicite, θ et dθ prendront toutes les valeurs successives que j'ai dans solution de 1, et je calcule ce Rn à chaque fois. Et je peux faire un tracé en fonction du temps du Rn, et je peux enfin tracer, si on veut aussi, l'angle en fonction de Rn. Comme ça me permet de voir quand est-ce qu'effectivement, pour quel angle, Rn va s'annuler. Donc je le lance, donc il y a 50 000 points, puis là, au début, là je l'avais pas encore lancé, donc il faut qu'il importe les modules, c'est toujours un petit peu long. Voilà, donc ce qu'on obtient quand même, c'est donc j'ai l'angle qui va entre 0 et 2,5, là entre 0 et 10 secondes. Ce que je constate, c'est que j'arrive effectivement facilement, enfin à presque pi en 10 secondes. Bon, ça assez lent, hein, mais un rayon de 10 mètres, c'est pas forcément déconnant. J'aurais pu mettre un temps plus élevé pour avoir des angles plus élevés, mais après il faut voir est-ce que la modélisation est toujours valable. Donc je ferme, je fiche le graphe suivant. Donc là, ce que je trace, c'est Rn en fonction du temps. Ce que l'on constate, c'est qu'au début, Rn est positif, c'est logique, et puis il est égal à 0 à partir de 8 secondes à peu près. Donc ça veut dire qu'à ce temps-là, Rn s'annulant, je romps le contact, et donc en réalité, du fait de l'inertie, au lieu de continuer à coller l'igloo, on va décoller. Et si je trace enfin Rn en fonction de l'angle, bien en fait, on va voir que effectivement, on commence à chuter pour un angle qui est autour de... Donc là, si je suis à... 0, y égale 0, je suis à 1,14 radians.
Donc 1,14 radians si je le convertis en degrés. J'ouvre ma calculatrice à côté. Donc 1,14 fois 180 divisé par 3,14, j'obtiens 65 degrés. Donc, décollement, si Rn égale à 0, pour t de l'ordre de 8 secondes, et θ égale à 1,14 radians, c'est-à-dire 65 degrés. Si j'avais pas eu de frottement, de mémoire, on était sur 30 et quelques degrés, je crois que c'est normal, comme on a des frottements, on prend moins vite de la vitesse, et donc on va décoller un petit peu plus tard, à 65 degrés, on commence à être plutôt proche de la chute libre pour la suite. Voilà, donc cet exercice, il est pas en soi extrêmement compliqué, bon évidemment, il faut toujours bien maîtriser la partie informatique, ce qui n'est pas forcément votre cas, et donc je vous encourage vraiment à le chercher par vous-même. Ce qui est important, c'est bien de savoir calculer le travail de force en faisant des schémas clairs. N'hésitez pas à refaire des schémas complémentaires, juste localisant ce que vous avez besoin. Vérifiez vos signes, utilisez dans la mesure du possible le bras de levier. Même si, voilà, si vous avez envie de calculer un produit vectoriel, faites-le, hein, mais moi, c'est pas ce que je vous recommande. Travaillez bien avec des bases orthonormées directes, hein, parce que c'était un peu le côté piégeux de cet exercice. Et puis bon, après, loi de la quantité de mouvement ou loi du mouvement cinétique, normalement, si vous écrivez les choses correctement, ça tombe bien, ça doit pas trop poser de soucis. Et là, on n'aurait pas pu faire de résolution numérique, sauf à supposer qu'on est sur des angles petits, et donc regarder uniquement ce qui se passe pour les 30 premiers degrés, où là, on pourrait effectivement faire le travail, sachant que, comme on a un moins ici sur l'équation différentielle, on n'aurait pas les solutions classiques.